Oui, je pense qu'on peut le faire à condition d'essayer de préciser évidemment ce que l'on entend par là. Alors, je pense que ce qu'on peut faire déjà, c'est réfléchir un instant sur le mot individu. C'est quand même, quand on y songe, une très drôle d'idée que d'avoir choisi le mot individu pour désigner un être humain isolé. Pourquoi? Quand on réfléchit, individu, ça veut dire qu'il ne se divise pas. Ça vient du latin individuum, qui traduisait lui-même le grec atomos, qui avait le même sens. Atomos, c'est ce qui ne se divise pas. Donc c'est pour ça qu'en physique, on a choisi le mot atome pour désigner la plus petite entité non divisible et puis on imaginait dans les théories atomistes que c'était le rassemblement d'énormément d'atomes qui créait tout ce dont nous pouvons avoir l'expérience. Alors, le problème, c'est que les physiciens modernes se sont précipités, ont été un peu trop vite en parlant d'atomes, puisque ceux qu'ils ont appelés des atomes, on s'est aperçu ensuite que ça pouvait se diviser. Donc on a ce paradoxe aujourd'hui des atomes, c'est-à-dire vraiment par définition, ceux qui ne se divisent pas, en réalité est divisible. Je me suis aperçu qu'il y avait un noyau, il y avait des électrons, enfin bon, et puis même dans le noyau, il y avait des protons et des neutrons qui eux-mêmes se divisent en quarks, enfin bon. Mais bon, individu, encore une fois, a priori, ça veut dire ceux qui ne se divisent pas. Pourquoi aller qualifier quelqu'un, un être humain, d'individu? C'est quand même, oui, sans doute qu'il ne se divise pas, mais enfin bon, il a des tas d'autres propriétés, on ne voit pas très bien pourquoi. En fait, on peut songer à ce qui se passe encore en botanique. Les botanistes quand ils regardent les plantes, alors justement, au départ, il y a les plantes dans leur ensemble. Et puis, à l'intérieur des plantes, ils vont repérer un certain nombre de genres. Puis après, à l'intérieur des genres, ils vont repérer des familles. Puis après, à l'intérieur des familles, des sous-familles. Et à l'intérieur des sous-familles, des variétés, des sous-variétés. Et puis, jusqu'à un moment donné, où on arrive à une plante singulière. Et on va dire que c'est un individu, dans la mesure où là, le processus de division auquel on avait procédé depuis un certain temps en partant du plus général pour aller vers le particulier, justement quand on est arrivé au singulier, ça ne se divise plus et donc on va dire c'est un individu. Mais vous voyez que pour parler d'individu, on ne part pas de lui, on part d'une totalité et c'est à force de faire des distinctions à l'intérieur de cette totalité qu'on arrive à l'individu. Et là, on voit que l'individu, dans cette idée-là, ne peut pas être premier. C'est au contraire ce à quoi on aboutit après tout un travail de division, de spécification. Et on pouvait parler d'être humain en tant qu'individu, en tant que, si vous voulez, vous pouvez partir de l'ensemble des êtres humains, et puis à l'intérieur de cet ensemble, vous pouvez faire des distinctions. Vous pouvez repérer des nations, vous pouvez repérer, etc. Et puis, à force, comme en botanique, à force de faire des distinctions, bien vous arrivez à un endroit où vous tombez sur un singulier qu'on va pouvoir appeler individu, parce que c'est l'endroit où on est obligé d'arrêter les divisions. Enfin, si, on peut encore le couper en deux, mais bon, à ce moment-là, c'est détruire la vie. Et puis, il va se produire un retournement au XVIIe siècle. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser le mot individu de manière générique pour désigner un être humain, c'est-à-dire considérer non plus l'être humain comme ce à quoi on arrive par un processus de division, mais au contraire le définir directement par sa qualité d'individu et recomposer le tout à partir de lui. Et il y a un livre absolument fondamental pour décrire ce processus qui a été écrit à la fin du XIXe siècle,
Bon, c'est toujours pareil, il faut qu'un processus soit suffisamment engagé pour que les intellectuels puissent vraiment essayer de se mettre à comprendre ce qui se passe. Un livre de Ferdinand, d'un grand sociologue allemand, Ferdinand Tönnies, qui s'appelle Gemeinschaft und Gesellschaft, en français communauté et société. Ce qu'il voit, c'est qu'un événement absolument majeur de la modernité, c'est le passage du mode de vie communautaire au mode de vie social. Alors qu'entend-il par là? Dans le mode de vie communautaire, c'est la communauté qui est première et les individus n'existent que en tant que membres de cette communauté, alors que dans le mode de vie social, il y a un retournement, on va considérer que c'est l'individu qui est premier, et qu'est-ce que la société? C'est le rassemblement des individus. Ça se voit très très nettement, par exemple chez Hobbes ou chez Rousseau, où ils vont considérer comme état initial des individus isolés, qui n'ont rien à voir avec les autres, et concevoir par des formes de contrats sociaux la société comme étant le rassemblement de ces individus primitivement isolés. Alors que dans la pensée antérieurement, on considérait que ce qui était premier, c'était la communauté, et l'individu n'existait qu'en tant que membre de la communauté. La phrase que j'aime bien utiliser pour résumer cela, c'est qu'au sein de la communauté, le « je » est le singulier du « nous », alors que dans le mode de vie social, le « nous » est le pluriel du « je ». Mais on voit bien quand même quelque chose qui grève. Alors c'est en ça que l'on peut dire que la société moderne est individualiste, c'est-à-dire qu'elle se conçoit comme étant un rassemblement d'individus. L'individu n'est pas d'abord membre d'une communauté, il est la réalité première à partir de laquelle va se créer la société. Et là on voit quand même l'énorme problème qui sous-tend cette vision des choses, c'est que en fait l'individu isolé, ça n'a strictement jamais existé, et autant la société moderne peut implanter dans l'esprit de ses membres que ses membres la précèdent, en fait il y a une sorte de paradoxe, c'est que c'est l'état même de la société moderne qui nous fait croire que nous sommes des individus précédant la société. D'accord. Et c'est en ça que, si vous voulez, là, le sens qu'on peut donner à individualiste, ça ne veut pas dire égoïste. L'individu à l'intérieur d'une société, il peut être tout à fait altruiste. C'est dans la forme de conscience qui est que nous existons indépendamment de la société dont nous faisons partie. D'accord. Alors que dans la communauté, en fait, on existe en tant qu'individu que parce que l'on fait partie de cette communauté. D'accord. Et évidemment, ça va créer aussi une grosse différence, c'est que dans l'état d'esprit communautaire, on peut se différencier, mais on se différencie encore une fois à l'intérieur de la communauté. Et la communauté est l'endroit même où, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir se différencier. Alors que dans la société, l'individu a très peur de perdre sa singularité à l'intérieur de la société. Et donc il y a quand même une forme de méfiance qui s'est installée vis-à-vis de la société en tant qu'elle serait toujours susceptible d'attenter à la singularité de l'individu.